merci de vous installer, merci d'être là. Je vais laisser la parole à Winston, je pense, mais donc installez-vous avec vos versions. Winston, tu dis quelques mots. Donc bonsoir, bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Alors vous allez voir un film donc, qui est une projection dans le cadre des deuxièmes assises de la participation qui a été mise en œuvre par le C2D. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir la mise en pratique de la participation dans une commune, si vous voulez, à Brême, dans une commune allemande. Hein. Alors avec les particularités qu'il peut y avoir dans d'autres pays que le nôtre. C'est un jeu de comparaison. Voilà. Alors j'espère que ça va être intéressant. Vous aurez d'abord une introduction par Sandrine, hein, Louise. Ensuite vous aurez le film et puis vous aurez un débat avec une table ronde. Voilà. Donc allons-y. Merci Winston. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, je vais faire d'abord rapidement un tour de présentation, puis après quand on abordera la table ronde, chacun pourra compléter les informations. Et ensuite je ferai vraiment 2 mots d'introduction du documentaire qui va être projeté à l'Assemblée. Alors, ils sont quasiment assis dans l'ordre alphabétique, presque. Benjamin Chambellan de l'association Alpage, qui est paysagiste et qui est une association en fait qui accompagne les collectivités locales et publiques à travers des missions diverses qui engagent évidemment ces enjeux d'aménagement et de gestion des milieux naturels, avec évidemment une dimension de participation et de concertation. Yvan Détraz, l'association Bruit du Frigo, alors qu'on a toujours du mal à présenter tellement l'exercice qui est proposé par Bruit du Frigo est hybride comme dit le texte, mais c'est vrai, il y a à la fois une dimension bureau d'études urbain, un collectif aussi très créatif, une structure d'éducation populaire, donc c'est vraiment une association là aussi qui a une expérience à la fois du territoire, des interventions sur le territoire, une expérience bien sûr participative, mais à la croisée aussi des actions artistiques et culturelles. C'est tout à fait une spécificité de Bruit du Frigo. Antoine Luginpoul, association Passeur, là aussi fondée par les paysagistes, qui donc est une association là aussi très innovante en matière de processus participatif autour d'enjeux également de cadre de vie. Sylvia Suchopar qui est ici donc parce qu'elle est une citoyenne de Ténéper, donc on est ravis de l'accueillir également parce qu'elle va être un témoin ici à nos côtés après la projection qu'on pourra interroger, et Delphine Wivis qui vient de l'association Frisch and Chip qui est une jeune association aussi il y a quelques années avec là encore des paysagistes. Un fil rouge aussi de la table ronde, paysagiste, architecte, ingénieur agronome qui engage là aussi des actions, alors qu'il y a à la fois une dimension d'occupation de terrain et une façon aussi de faire réagir les pouvoirs publics et peut-être les propriétaires là, qui sont peut-être privés, et de penser l'avenir de ces friches et ce qu'on peut en faire. Alors, on aura les uns et les autres, et donc je suis Sandrine Louis, sociologue et membre du C2D, et donc je voulais dire 2 mots à l'introduction de ce documentaire, puisque le thème, cette fois, ça va être au fond d'interroger, de se demander si les citoyens pouvaient être les garants de la participation, et si les citoyens étaient les garants, vers quel type de questions serions-nous amenés à réfléchir. Et on a, alors ça a évoqué pour moi une phrase qu'on a entendue ces jours derniers, une phrase, alors je suis un peu embêtée de citer le général de Gaulle, mais je trouve que c'est lui qui a dit cette phrase. En France, la Cour suprême, c'est le peuple, et vous l'avez entendu ces jours-ci, puisque c'est en réaction aux critiques qui ont été portées à l'égard du Conseil constitutionnel. Mais au fond, ça témoignait déjà à l'époque d'une forme d'hostilité à une instance garante, ici la constitutionnalité des lois, et on sent bien qu'il y a toujours un peu de la méfiance, et on l'a vu aujourd'hui, à l'égard de ces garants qui sont aussi des instances, des organisations, des institutions, et on voit bien que ça ne va pas de soi non plus, et que ça souligne un certain nombre d'interrogations. Mais au fond, puisqu'on va renverser ce soir la question, c'est que au fond, le fait de confier cet enjeu qui est la garantie, le fait d'être garant aux citoyens, n'apporte pas non plus de réponse évidente. On a
une question là qui est aussi sensible, et on va le voir grâce à l'expérience du quartier de Ténévert. Hein, c'est un exemple d'auto-organisation des citoyens, avec des citoyens qui au fond ont choisi d'être pour eux-mêmes les garants du jeu démocratique local. C'est une expérience de ce point de vue-là qui méritait d'être exposée, présentée et discutée. Alors vous allez le voir, c'est extrêmement séduisant sur bien des aspects, mais ça pose aussi un certain nombre de questions que je voulais vous livrer, et puis ensuite on verra quelles sont les réponses apportées par le documentaire et les acteurs de la table ronde. Alors pour la première question, c'est on n'a pas de mal à entendre que cette figure du citoyen est indispensable comme sujet de droit et sujet politique, mais quand on raisonne avec la démocratie réellement existante, c'est-à-dire la société, faite d'acteurs sociaux, de groupes, de gens qui ont des intérêts différents, qui aussi ont des identités, des appartenances, des nationalités différentes, comme on va le voir dans le documentaire, et donc à la fois des différences et des oppositions. On ne partage pas toujours et à tout moment la même vision du monde, et il y a le fait d'être des hommes ou des femmes, des jeunes ou des moins jeunes, des parents ou des célibataires, des experts ou des gens moins habiles. Donc il y a quand même derrière cette figure assez partagée et importante qu'est celle du citoyen, une diversité sociale et des différences, également en termes de pouvoir, capacité d'action et de faire entendre sa voix. Donc là, c'est la première question quand même qui interroge, c'est comment s'investir ou s'auto-investir comme garant. On est du côté des citoyens, malgré ou avec ces différences. Et en particulier quand on fonctionne, comme on va le voir à Ténévert, sur la base du consensus et du veto. Donc là, il y a, évidemment, ça nous interroge dans toutes nos diversités. Deuxième question, c'est à quelles conditions peut-on être à la fois un acteur et un garant? On a vu aujourd'hui que cette position du garant, elle supposait parfois une distance, un positionnement, celui du tiers par exemple, qui n'est pas complètement engagé dans les actions ou les décisions qui seront à prendre. Donc là, il y a aussi une question qu'on pourra explorer. Troisième question, c'est sur quoi se fonde la légitimité pour des citoyens quand ils choisissent de s'auto-organiser et d'être leur propre garant et de l'être collectivement. Et là, alors, Laurence Monet-Smith tout à l'heure a parlé de diverses sources de légitimité. On pourrait en évoquer d'autres en faisant appel à des chercheurs, mais là je ne suis pas la sociologue complètement, mais vous savez que voilà, ce qui peut fonder l'autorité dans un exercice de ce type, ça peut être la tradition. On peut avoir une tradition d'engagement, de participation, d'empowerment. Et il y a des quartiers qui ont ça, au fond, on pourrait dire, dans leur histoire, et qui n'ont pas de mal ensuite à s'auto-organiser. C'est peut-être pas tout à fait le cas, toujours, du côté de notre côté, en tout cas en France. On verra ce qu'il en est du côté de Ténévert. L'autre source, c'est le charisme. C'est vrai qu'il y a des gens qui, évidemment, peuvent se positionner et embarquer avec eux un collectif parce qu'ils ont quelque chose comme une énergie et une évidence dans le leadership, pour le dire comme ça, dans lequel les habitants se reconnaissent. Mais que se passe-t-il quand ces gens disparaissent? Tout à l'heure, on a évoqué des gens qui meurent parce qu'on est dans des processus de participation très longs, qu'à un moment, les gens peuvent évidemment disparaître. Qui prend la relève? Troisième aussi sur cette légitimité, il y a le droit, la règle, la procédure, les méthodes également. Et là, on a aussi une question à se demander, c'est les citoyens peuvent-ils s'entendre collectivement sans règles, sans méthode, et en tout cas se garantir leur processus par eux-mêmes. Et enfin, dernière source, c'est l'expertise, le métier. Ça a été dit, on a du mal à imaginer un exercice où peut-être qu'il ne peut ne pas y avoir de garant, mais sans animateur, c'est plus difficile. Donc on a une série là, de questions qui pourront être travaillées. Et enfin, dernière chose, ça pose aussi, à mon sens, la question de la responsabilité, de l'imputabilité. Le garant, c'est aussi celui vers qui on peut se tourner pour rendre des comptes. S'il est garant de quelque chose, et en notre nom, bien sûr, on devrait pouvoir aussi lui demander des comptes. Ça a été évoqué tout à l'heure à propos de la question du pouvoir. Donner plus de pouvoir à un garant, ça supposerait aussi qu'il soit en mesure d'assumer les responsabilités. Et c'est une question évidemment qu'on a envie de poser aux citoyens de Ténévert. De quoi et devant qui se sentent-ils responsables? Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et on reprend la parole tous ensemble ensuite.
Sylvia, merci. Je crois qu'effectivement maintenant tout le monde situe un peu mieux Ténéveur, du moins sur ses projets. Donc comme Sandrine Ruy l'a dit tout à l'heure, ce qu'on a souhaité faire, c'est un peu un écho à cette expérience de Ténéveur qui est plutôt appuyée sur une prise d'empowerment citoyen, de voir un peu du côté d'un tissu local où effectivement, je ne sais pas s'il y a une explication, mais où on voit un certain nombre de paysagistes, d'architectes qui se constituent en association sur ce territoire et qui vont avoir cette démarche un peu de médiation, d'accompagnement des citoyens dans des démarches quand même globalement, j'espère que le terme vous conviendra, mais d'émancipation. Et donc grosso modo, on peut peut-être commencer par ce petit écho, puisqu'on voit qu'à Ténéveur c'est plutôt des citoyens, et chez nous il y a quand même ce mouvement associatif. Peut-être Benjamin Chambellan pour Alpage. Pour commencer, comment, parce que c'est quand même le titre du reportage, c'est Ténéveur du veto au consensus, c'est-à-dire cette idée qu'à travers le veto on aboutit à un consensus. Comment vous se construisent avec les habitants avec lesquels vous travaillez ces projets, comment ça se construit dans les relations entre les citoyens? Sauf si vous voulez dire autre chose, non, mais des questions, mais en même temps comme c'était un peu... Mais la question est assez vaste en fait, il faut juste que je resitue un peu qui je suis, parce que je pense que c'est très très différent qui on est par rapport à l'exemple qu'on a eu ici, qui est quand même... donc moi je suis paysagiste avec Stéphane Duprat qui était là toute la journée, donc nous en fait on n'est pas une association, ça a une particularité parce que du coup on porte pas des projets, en tout cas oui, enfin... J'allais dire, on ne porte pas des projets venant du bas. Malheureusement, on peut le faire à titre personnel et dans un cadre associatif autre, mais notre activité, c'est de porter des projets venant des institutions. C'est-à-dire qu'on est en fait un atelier de paysage. Donc on répond à des commandes publiques, très clairement, qui incluent la question de la participation. Donc, ça fait une différence parce que du coup, il faut que pour notre part, il y ait une volonté politique à porter un projet, même si le projet peut initialement venir du bas, mais en tout cas, il nous revient, nous, par une décision politique. C'est très différent, parce qu'évidemment, on n'intervient pas dans un quartier comme celui-là, celui qui nous a été montré, de la même manière. Nous, on n'intervient que si le politique nous a demandé de le faire. C'est quand même une particularité. Et du coup, dans le cadre de nos projets à nous, maintenant que j'ai posé un peu ces éléments de contexte, ça fait que nous, on va travailler plutôt sur la question de l'aménagement de l'espace public. Et évidemment, nous, on est une pièce rapportée parce qu'on n'est pas forcément, on est rarement des habitants, même si on va tenter de le faire. Enfin, Yvan l'expliquera sûrement un peu mieux, mais il y a la question de la résidence qui peut résoudre un peu ça, mais pas entièrement. Et du coup, c'est comment, parce que là, on a des gens qui sont fortement impliqués, on a des gens qui habitent, ils se connaissent. En fait, moi, il y a un mot, c'était le mot communauté que j'ai trouvé qui était très très présent, même si en France, c'est un mot un peu tabou, mais en tout cas, voilà, nous, on est une pièce rapportée, donc il y a des moyens pour essayer de mobiliser les gens, mais pour nous, c'est un cap à passer qui est assez compliqué, parce qu'on arrive dans un territoire où, surtout si ça a été porté du politique et par quelques habitants, dans un quartier de 5500 habitants, pour nous, ça va être très très compliqué de mobiliser tout le monde. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est la question de comment on mobilise ces gens-là qui n'ont pas porté le projet. Et donc, deuxième cadre, et je pense, pour pas être trop long, pour répondre à cette question du veto au consensus. Alors le veto, c'est quelque chose qui nous est complètement... en fait, qu'on ne connaît pas du tout, nous. Hein. Enfin, le veto, le droit de veto, comme ça a été exprimé, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le cadre de nos projets. C'est pas... moi, je ne connaissais pas. Par contre, le mot consensus, oui, on le connaît très bien, parce qu'évidemment, une fois qu'on a réussi, donc je reviens sur mes explications, mais on a le pouvoir public qui demande à ce qu'on aille vers les habitants, qu'on arrive à en mobiliser une partie avec toute l'énergie et les moyens qu'on va mettre en œuvre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, on a une diversité de points de vue, une diversité de gens, et il faut qu'on arrive à un consensus pour faire projet. Alors, les gens ne sont pas tous d'accord, c'est évident, et c'est là où on intervient pour faire consensus. Mais en fait, d'ailleurs, je pense que Barlow, c'est un peu le rôle que nous, on va jouer à un moment, quoi. Sauf que Barlow, tout le monde l'appelle Barlow, tout le monde le connaît, et nous, on a ce cap à passer. Voilà. C'est un élément de réponse, mais je vais passer la main, parce que sinon, ça va être un peu long. C'est bien, vous avez fait la transition peut-être avec Yvan. Yvan, vous êtes plus résident en général enfin, vous avez eu des expériences plus résidentes Ouais, ça dépend. Enfin, on peut être amené à travailler sur des durées assez longues, sur un quartier par exemple. Le film, et puis dans l'exposé, que
il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez incontournables pour que ces projets puissent prendre. Hein. On a au départ ce qu'ils appellent le droit de veto, qui en fait, moi j'assimile à un acte fondateur et fédérateur. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est une opposition qui fédère, qui rassemble tout le monde autour d'un refus d'un projet et autour d'une décision de prendre en main les choses. Voilà, donc je peux faire un parallèle qui est peut-être un peu hasardeux, mais qui est local. C'est le jardin tasseur que certains d'entre vous connaissent, qui est aussi vient d'une lutte, hein, quelque part, des habitants qui se sont, et des acteurs d'un territoire qui se sont fédérés autour d'un moment qui a été une conquête d'un espace par une action culturelle, par une action de jardinage, et qui a déclenché derrière l'envie d'aller bien plus loin que ça. Donc là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à noter dans ce type d'expérience. Voilà, après il y a énormément de facteurs. Hein. Il y a effectivement Barlow dont j'ai pas très bien compris d'où il venait. Enfin, j'ai compris son rôle, mais est-ce que c'est quelqu'un d'indépendant qui est missionné pour faire ce travail-là, qui s'est auto-missionné et qui a fini par trouver un cadre économique pour pouvoir le faire, j'en sais rien. Ça, on peut peut-être, on a déjà posé la question, mais peut-être à Sylvia qu'elle l'explicite un petit peu. Effectivement, l'évolution du rôle de Barlow, elle va l'expliquer historiquement. Barlow war ein Bewohner von Teneva. Wir waren schon damals 1986 aktiv, haben einen Plan uns ausgedacht, was wir alles brauchen im Stadtteil und haben einen Maßnahmekatalog hergestellt. Alors Barlow, c'est un ancien habitant du quartier et nous sommes devenus actifs depuis 1986 où nous avons élaboré un catalogue de tous les points qu'on souhaiterait améliorer dans notre quartier. Als das dann mit den ersten Städtebauförderungsmitteln losging, also das Geld im Stadtteil reinkam, wurde ja die Stadtteilgruppe gegründet und Barlow wurde erstmal pro forma eingesetzt. À partir du moment où des fonds ont été débloqués pour l'amélioration de notre quartier, bon, évidemment, il fallait trouver un responsable et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Barlow, qui était un petit peu le porte-parole. Donc il est devenu le leader, le président, tout ce que vous voulez, un petit peu par défaut dans un premier temps. Und wenn man Barlow im Film beobachtet hat, ist eben halt auch ein ganz alter Kommunist und also die Stadt hätte ihn eigentlich nicht eingestellt. Bon, alors vous l'avez vu dans le film, c'est un militant, c'est un ancien communiste et on peut facilement imaginer que la ville n'aurait absolument pas voulu le salarié. Wir haben uns stark gemacht für Barlow, weil Barlow einer von uns ist, aus unserer Mitte kam, ein ganz stinknormaler Bürger war und wir haben es dann durchgesetzt gekriegt, sodass er auch von der Stadt eingestellt wurde. Alors nous, les habitants, nous sommes mobilisés autour de lui parce que nous le connaissions bien, c'est un habitant du quartier qui était depuis toujours et qui le méritait. Et finalement, nous avons réussi à obtenir donc ce fameux poste pour lui financé par la ville. Natürlich ist das schwer, wenn man bei der Stadt angestellt ist und auf der einen Seite für die Bewohner ist und auf der anderen Seite die Stadt vertreten muss, hat man natürlich eine Twitter-Funktion. Bon, alors quand on est employé d'une commune, tout en étant résident d'un quartier avec certaines exigences, vous pensez bien que c'est une situation assez incommode et qu'on se trouve un petit peu entre les chaises. Das konnte wunderbar vereinbaren, weil, wie man auch im Film gemerkt hat, ist ein ganz großer Rhetoriker und ja, ist immer für uns da gewesen und hat aber mit der Stadt gleichzeitig auch gut kommuniziert und das ist eben einmalig, ist eben halt ein besonderer Mensch.
Alors, il a réussi ça magistralement. C'est quelqu'un qui est un excellent orateur, vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Il avait toujours une oreille ouverte pour nous, les habitants, tout en réussissant à soumettre les projets, à convaincre les responsables au niveau de la commune. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement précieux pour nous. Ist jetzt in Rente gegangen, aber ist trotzdem noch im Stadtteil vor Ort, obwohl dort gar nicht mehr lebt. Aber ist von seiner Art ist einfach ein Workaholiker und liebt den Stadtteil so dass sich jetzt ehrenamtlich noch weiter engagiert. Entre-temps, il est parti à la retraite, il n'habite plus dans le quartier, mais ça ne l'empêche pas de continuer à prendre part à notre conseil, à continuer à s'investir, mais maintenant il le fait purement bénévolement et nous lui sommes tous très reconnaissants parce qu'il nous paraît assez irremplaçable et unique. Also wir sagen auch, Barlo ist der Bürgermeister von Teneva. Pour nous, Barlo, c'est le maire de Teneva. Alors, je reprends le fil parce que justement, nous on avait pointé du doigt cette question de la personnalité qui incarne à un moment donné une démarche comme ça participative. Et du coup, on voulait entendre un peu aussi les intervenants sur ces questions-là, la personne qui incarne le projet, la durée, comment on fait durer autour d'une personne, si c'est intrinsèquement lié à la personne, comment on peut durer, peut-être Antoine, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, comment on peut faire durer sur la longueur, dans le temps, je dirais, les démarches, quand c'est comme ça lié à une personne. On ne fait pas participer, enfin on ne donne pas la possibilité aux citoyens de participer à l'élaboration de leur cadre de vie uniquement pour qu'ils prennent part à la décision à un certain moment. Il me semble que ce qui nous réunit tous, c'est qu'on souhaite tendre vers, je vais le dire, une démocratie un peu plus participative. Donc à partir de là, on ne va pas simplement essayer d'avoir une intervention ponctuelle, on va essayer de faire en sorte que finalement que les citoyens deviennent moteurs de la participation une fois que la démarche a eu lieu. Donc parce qu'effectivement nous on n'est pas en tant qu'aménageur ou médiateur, on n'est pas ad vitam aeternam sur le territoire. Donc c'est très important de pouvoir faire ce transfert de la gestion du projet. Alors bon, si on peut donner une durée de vie au projet, en tout cas, après le développement, son développement, sa mise en œuvre, elle peut durer des années et des années. Donc effectivement, on voit à Teneva, c'est ça qui est très très intéressant. Donc voilà, il y a cette importance de l'après. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors, bon, il y a pas mal de dispositifs qu'on peut essayer de mettre en œuvre, mais en tout cas, dès le départ, on essaye vraiment de tendre vers ça, et notamment en commençant par, tout simplement, alors, dans la première, on va dire les premières phases des projets qu'on met en place, qu'on appelle qu'on appelle nous au sein de Passeur le faire connaissance au pluriel. Parce que faire connaissance, c'est produire une connaissance territoriale dont on aura besoin pour élaborer ensuite des actions de territoire. Mais c'est aussi faire connaissance entre nous et les habitants, et aussi faire connaissance, faire en sorte que chaque habitant se rende compte de la diversité des regards qui se portent sur leur territoire, et de se rendre compte que finalement chacun a un regard très différent des autres. Et donc c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Et ça nous semble très... Excusez-moi, je peux vous couper un instant, et Sylvia a une question à vous poser. Donc la question était le faire connaissance et le faire savoir. Qu'est-ce que vous utilisez comme moyen? Est-ce que ce sont des campagnes d'affichage, ou comment est-ce que vous procédez? Alors, il y a information et connaissance. Ce qu'on appelle connaissance, c'est plutôt de la connaissance territoriale, et aussi de la connaissance entre les gens. Donc, bon, effectivement, il y a de l'affichage pour informer les gens du projet, mais en général, ça c'est au début. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait du bouche à bouche qui se mette en place, et que les habitants
Du bouche à oreille, pardon. Le bouche à bouche, c'est pas mal aussi. Du bouche à oreille. Merci à la traductrice de ne pas faire les... Je lui ai tout dit, hein. D'accord. Bon, alors... Bon, si je peux vous donner un conseil, le bouche à bouche, c'est bien joli, mais mieux vaut y aller directement à la rencontre des habitants. Ouais, mais bien sûr, ça, on fait ça. On fait du porte-à-porte aussi. On va voir les habitants, évidemment, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, c'est pas simplement de l'affichage, quoi. On essaye de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour rencontrer les habitants, au-delà des simples réunions publiques. En tout cas, je voudrais juste faire référence à un projet qu'on est en train de mettre en place en ce moment, qui me paraît assez intéressant, dans le sens où on travaille justement sur cette gestion de l'après. Et il est prévu dans notre projet qui est en cours, hein, donc je ne peux pas vraiment... En plus, Passeur n'est pas une association qui a 15 ans d'expérience. Alors peut-être que justement, Bruit du Frigo, Yvon pourra nous en dire un peu plus là, sur sa manière de faire. En tout cas, nous, on expérimente, d'ailleurs dans le cadre d'un programme de recherche. Donc on va travailler sur la mise en place d'un plan de gestion. Il s'agit d'une petite commune rurale, proche de Tours. Et on travaille sur un plan d'aménagement et de gestion du territoire communal. Et donc c'est ça qui nous semble aussi intéressant, c'est de faire participer les habitants, non seulement à l'aménagement des espaces publics, mais aussi à une production de connaissances sur le territoire et les faire participer à un projet transversal qui permet de toucher à différents domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'espace public, c'est l'habitat, l'environnement, l'agriculture, enfin les pratiques agricoles, l'hydrologie, etc. La foresterie, donc c'est pas mal de domaines qu'on cherche à relier en fait. Et donc on est en train de mettre un plan de gestion pour savoir comment ce projet va se dérouler dans le temps. Et tout ça, on le construit avec les habitants. C'est-à-dire qu'on est sur un processus là, de coélaboration. Donc dès le départ, on explique aux habitants qu'on va construire le projet avec eux, d'où la participation, quoi. Et donc voilà, il nous semble que c'est ça qui est... enfin, en tout cas, ça peut être un des moyens. Après, on verra. Il s'agit aussi vraiment de créer une émulation. Mais en tout cas, c'est vraiment rendre les citoyens moteurs de leur action. Delphine, peut-être, toujours... Delphine, oui, je suis là, mais peut-être toujours sur les questions comment les projets durent. Vous intervenez, je pense, à 2 exemples où finalement les secteurs vont être construits, donc toutes les démarches que vous mettez en place avec les citoyens, finalement, vous savez qu'elles s'inscrivent dans une durée, mais dans une durée d'un cadre qui va disparaître. Enfin, je pense à la fois à André Meunier, mais aussi du côté de Carl Vernet. Est-ce que vous vous sentez des ferments d'un investissement des citoyens qui va pouvoir durer au-delà de cette période où il n'y aura plus l'aménagement des jardins, le jardinage collectif, etc. Oui, en fait, je pense que l'après se prépare dès le temps zéro du projet. On a 5 ans d'existence, mais dès la première année, on a senti qu'il était fondamental pour nous de construire d'identifier une méthodologie et qu'on a divisé en 4 temps. Donc, le temps 0 étant l'émergence du projet, le temps 1 étant l'identification des acteurs, le temps 3 celui de la programmation et le temps 4 de la mise en œuvre. Mais surtout, on a appris à identifier quels étaient les acteurs qui correspondaient à ces temporalités. Et que dès le départ du projet, les héritiers doivent être partie prenante. Et qu'au fur et à mesure, les concepteurs et héritiers doivent inversement et proportionnellement s'inverser dans leur implication du projet. Donc ça, on pourra revenir peut-être une autre fois sur la complexité de cette méthodologie. Et on l'a coécrite avec l'association des jardins d'aujourd'hui, qui ont aussi, et en particulier une paysagiste qui s'appelle Alice Maurice, qui a dessiné le jardin de Passeur, donc qui connaît bien ces problèmes. Et donc on s'est raconté des histoires, on a tout mis sur la table et on a essayé de ranger par identification d'acteurs, par temps du projet, moment de la réalisation. Et je pense que notre problème à nous tous là, qui sommes concepteurs, on a du mal en fait à accepter de lâcher
le projet étant conscient de la fragilité. Donc il y a un personnage, à mon avis, qui est extrêmement important dans le film. Il y a évidemment Barlow qui prend le devant de la scène, mais il y a le concierge. Et le concierge, je pense, qui est un des garants du projet de Ténévert. Et c'est aussi des acteurs qu'on essaye, nous, de réintroniser dans les projets, comme étant non pas le concierge d'un projet, mais peut-être de plusieurs, à l'échelle de plusieurs quartiers. Et ça aussi, c'est une chose dont on a un peu parlé avec Alice Maurice. C'est ce qui serait le garde champêtre urbain, ou peut-être anciennement cantonnier, qui traverse l'espace public et qui est observateur de ces projets et qui communique de projet à projet. Voilà, c'est peut-être une idée de garantie des projets élaborés avec ces systèmes-là. Et Yvan, alors justement, peut-être sur ce type de figure, vous, du côté du Bureau du Frigo, sur des projets que vous menez, vous les identifiez aussi, pour voir concrètement, je sais pas, là vous êtes en train de travailler sur la Benauge. Je suis pas sûr sur le meilleur exemple. D'accord, super, excuse-moi, un autre exemple, alors si tu prendras celui que tu veux. Non, mais effectivement, des gens, alors des gardes champêtres urbains, enfin, on voit pas tellement, nous on raconte pas tellement de profils comme ça, en tout cas dans les contextes où on travaille, mais par contre on sent qu'il y a des gens qui, enfin on croise beaucoup de gens qui, dont on se dit tiens ceux-là avec pas grand chose ils pourraient devenir des Barlow quoi quelque part, sauf que ce qu'on observe malheureusement dans la plupart des situations, c'est que enfin, si on devait faire un comparatif, c'est que par exemple même Bordeaux, hein, est-ce qu'on a aujourd'hui un quartier je parle de l'agglomération parce qu'on a dit Bordeaux, mais est-ce qu'on a aujourd'hui un quartier d'habitat social où une collectivité a fait confiance à un groupe d'habitants, une amicale de locataires, j'en sais rien, enfin, ce qui existe déjà, hein, parce qu'il faut partir avec l'existant, et à qui on a confié un budget, à qui on a... Voilà. Genre ce qu'on voit là, ici, enfin en tout cas nous personnellement, on l'a jamais vraiment rencontré. On a vu des choses assez proches, mais on l'a jamais vraiment rencontré. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, dans cet exemple, on a des gens qui au départ se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais qui ont réussi à fabriquer une intelligence collective. Et ça, c'est vachement important, et qui ont réussi à se faire confiance. Et petit à petit, en voyant des résultats concrets, la démarche c'est instituée, la démarche c'est sécurisée quelque part. Et assez inscrite dans la durée. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plein d'enseignements à tirer de ce film. Voilà, nous, pour revenir à nos expériences, nous, on est quand même souvent assez frustrés de cadres dans lesquels on intervient parce que c'est extrêmement contraint. On est contraint dans la durée, on arrive dans des moments où on n'est pas forcément les plus utiles. Les choses sont souvent un petit peu décidées, où on passe aussi beaucoup de temps à dénouer les conflits, les tensions entre des associations, la collectivité, enfin notre client, la maîtrise d'ouvrage souvent, et qu'on est sur des durées quand même assez courtes, même si effectivement, nous aussi on a le souci de se dire à chaque fois quand on intervient sur un contexte, comment va se passer l'après, et puis comment on fait fructifier l'énergie qu'on amène sur un territoire. Nous on travaille beaucoup sur la question de l'irruption, de faire événement, de rendre les choses mémorables, c'est-à-dire de créer aussi des précédents qui font que des gens derrière vont se dire mais ouais, mais en fait on peut le faire quoi. Alors je vais citer un exemple, par exemple à un projet qu'on a fait il y a quelques temps à Dax, sur un quartier, un tout petit quartier de 2000 habitants, 3000 habitants, pareil très dégradé, un quartier d'habitat social. On a créé une petite cabane en fait, c'était en plein hiver, avec un poêle au milieu, et on a invité les gens à se retrouver dans cet endroit-là, donc dans un quartier où il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a pas d'espace où on se retrouve. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont dit, notamment les anciens, mais en fait c'est un quartier hyper dynamique, c'est un quartier où on faisait plein de choses. On a perdu ce dynamisme, on a perdu ce réflexe de l'action collective, et parce qu'en fait petit à petit ça nous est paru insurmontable, ça nous est paru extrêmement compliqué, difficile de se retrouver, de s'organiser, de proposer quoi que ce soit. Et en fait le fait que nous on arrive
comme ça, avec ce petit cabanon qui a offert pendant une semaine une activité permanente sur le quartier. En fait, ils se sont dit, mais en fait, c'est hyper simple, il suffit qu'on ait un petit lieu comme ça, parce que les idées, on les a, quoi. Sauf que derrière, il faut que la collectivité, il faut que les partenaires aussi sociaux, culturels, impliqués sur ces territoires-là, soient à l'écoute, soient vigilants de ces petites envies, de ces petites émergences, que, évidemment, c'est un individu plus un individu, ils ont à un moment donné une idée, ils la soumettent en réunion publique, bon, c'est vite oublié, et puis on passe à autre chose. Voilà, c'est ça, nous on essaie d'être vraiment au plus proche du terrain pour écouter ces choses-là, pour les transmettre et faire en sorte que quand on est parti, ils aient un peu plus de billes pour pouvoir continuer. Alors sur cette question d'écoute, peut-être une dernière question, un dernier point à explorer du côté de Sylvia Zoropar avant de vous passer un peu la parole. Sur l'écoute, on voit dans l'exemple de Ténévers, Sylvia, quand on n'est pas écouté, les citoyens ils vont se faire entendre et c'est comme ça qu'ils vont utiliser ce droit de veto. Très clairement, pour un peu aussi mettre les pieds dans le plat, on sait que si nous on adoptait un droit de veto, enfin très vite on nous dirait mais oui c'est une manière pour les habitants de s'opposer à tout projet, à toute tentative, enfin il y a des mots pour caractériser ça dans notre vocabulaire sur ok mais pas chez moi, Oma, oui mais ailleurs, quoi, cette idée que les riverains seraient toujours opposés à toute démarche, à tout projet. Comment chez vous ce veto se transforme en quelque chose de positif? Comment il marche? Parce que c'est vrai que spontanément on pense veto égale blocage, quoi, alors qu'on voit que chez vous, veto égale construction de quelque chose. Ja, wie funktioniert das mit dem Vetorecht? Das funktioniert sehr gut, kann ich nur sagen. Also sonst würden wir arbeiten ja schon über 20 Jahre mit dem Vetorecht. Wenn das nicht funktionieren würde, hätten wir auch nicht so viele Projekte umsetzen können. Also, Veto heißt ja, dass der Einzelne auch ernst genommen wird. Natürlich ist das legitim, dass man auch ein Projekt kritisiert und nachhakt nochmal genau, dass die Finanzen dargelegt wird und wie das umgesetzt werden soll. Bon, ben alors effectivement, on peut se poser la question comment le droit de veto peut être un vecteur positif, quelque chose qui permet de réussir des projets. Bon, nous avons du recul parce que ça fait 20 ans que nous pratiquons le droit de veto et c'est un instrument qui permet, dans un premier temps, de reposer des bonnes questions. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un doute, il y a un devoir pour creuser plus loin, pour revérifier le financement, pour rentrer dans les dossiers et se poser les bonnes questions. Mais c'est nullement un instrument pour faire un blocus permanent et global. C'est absolument pas ça. Wichtig ist es, wenn nach Mehrheitsprinzip entschieden werden würde. Also sage ich mal, 3/4 sind Bewohner, 3/4 sind Akteure aus dem Stadtteil, 1/3 Dings, 1/3 Akteure und 1/3 aus der Stadt. Dann sind natürlich von der Bewohnerschaft nur ein Drittel übrig und wenn sich die Stadt und die Akteure dann einig sind, dann werden die Bewohner nicht ernst genommen und sie haben keine Chance. Bon alors, prenons le cas opposé, si on avait un principe qui reposait uniquement sur la majorité, imaginons, nous avons dans notre assemblée qui va voter un tiers d'habitants, un tiers de concepteurs et d'acteurs, et un troisième tiers donc, de représentants de la municipalité. Il suffit que les représentants de la ville et les acteurs se mettent d'accord pour que les acteurs, les citoyens ne fassent pas entendre. Ich sag mal, also wenn jetzt ein Veto eingelegt wird, egal ob es jetzt von einem Bewohner ist oder ob es von einem Parlamentarier ist oder von einem Akteur aus dem Stadtteil, es wird über jedes Projekt diskutiert, auch über das Veto, warum hat derjenige ein Veto eingelegt. Das heißt nicht, dass das Projekt abgelehnt wird, sondern es wird erstmal auf Eis gelegt und alle setzen sich nochmal zusammen und diskutieren und suchen nach einer Lösung. Und in der Regel ist es so, also dass bisher kein Projekt abgelehnt wurde. Also es ist
gehört ja auch Überzeugung dazu, jemanden zu überzeugen und denjenigen ernst zu nehmen, aber auch nochmal ihn über gewisse Sichtweisen aufzuklären. Alors bon, à partir du moment où un veto est jeté, ce veto il peut venir de n'importe qui dans le conseil de quartier. C'est pas quelque chose pour bloquer, c'est vraiment l'instrument pour continuer à se poser des questions, mais bon, il ne faut pas oublier, ce veto doit être un veto motivé. Donc la personne qui se lance donc, dans un veto, il faut qu'elle se justifie. Ça, c'est très important. Et, bon. Ça veut dire que pour pouvoir se justifier, il faut pouvoir préparer un argumentaire. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut quelque part, faut préparer ces réunions-là. C'est-à-dire qu'il faut en amont se réunir avec d'autres personnes, explorer un sujet, une question. Voilà, donc ça veut dire que c'est aussi du temps, c'est de l'investissement, et on sait très bien que c'est une forme de culture et de capacité à pouvoir le faire. Vous avez absolument raison. Voilà, c'est vrai que nous on est dans beaucoup d'endroits où on travaille, beaucoup de quartiers où on travaille, mais en même temps ça ressemble à votre quartier. Hein. On est très loin de ça, c'est-à-dire nous, tout l'enjeu c'est d'arriver à intéresser les gens à un sujet collectif. Ça c'est déjà la première question. La question c'est comment on mobilise, comment on déclenche chez les gens le sentiment de partager des problématiques avec d'autres et qu'ensemble on peut trouver des solutions. Voilà, ça nous prend énormément d'énergie, énormément de temps. Mais après on voit qu'effectivement quand des processus s'installent dans la durée, que les gens prennent goût, que les gens se forgent aussi une culture, des questions, les choses vont beaucoup plus vite. Et juste je finis, nous on travaille avec on essaie de travailler avec des associations de quartier ou des conseils de quartier, alors qui sont souvent des instances de la société civile, et souvent les collectivités pour qui on travaille nous disent attention, méfiez-vous d'eux, parce qu'en gros ils incarnent, on les juge partisans et ils vont incarner souvent au regard du politique l'opposition politique, donc ils sont pas neutres. Et en fait, bon, évidemment, mais personne n'est neutre quel que soit le bord politique dans lequel on appartient. Et c'est vrai que cette défiance, elle est très complexe. Et nous, on estime que c'est à partir de ces gens-là qui se sont déjà organisés autour de questions, qui ont déjà cogité sur des sujets, qui ont déjà des choses à dire. C'est à partir de là qu'il faut aussi travailler et les prendre en compte. Même si notre souci, nous, c'est d'aller systématiquement vers des gens qu'on voit jamais dans des réunions publiques, on voit jamais participer à des débats, des choses comme ça. Donc en gros, on s'immisce dans la vie quotidienne d'un quartier, on va au cœur des choses et on va se poser en travers quelque part de leur chemin et par des biais détournés. Alors je ne répondais pas sur le ring à la Benoge, mais voilà, à la Benoge on installe un ring comme un vrai ring, c'est une sorte d'arène, au milieu il y a un ring. Et en fait on a inventé tout un tas de prétextes pour intéresser les gens à participer à un temps collectif qui, voilà, entre guillemets un battle de cuisine et un combat de catch, on va discuter du quartier, quoi. Et bon, on est loin de ça. Ça mérite une réponse. J'ai pas entendu les questions. Ja, also bei uns funktioniert das eben halt so, dass wir ganz viele Vereine und Institutionen haben und wir sind alle miteinander vernetzt. Also das heißt, nicht jeder arbeitet für sich, sondern alle arbeiten zusammen. Alors, chez nous, à Ténéva, nous avons un nombre énorme d'associations, d'initiatives, mais toutes ces associations fonctionnent en réseau. Donc, nous sommes interconnectés entre nous et tirant tous sur la même corde. Also das heißt, dass wir
dass wir alle Bevölkerungsgruppen erreichen, weil wenn die Frauen zu ihrem Verein Frauengesundheit gehen, die anderen gehen zur Umweltlernwerkstatt Uhle oder die anderen ins Arbeitslosenzentrum. Wir haben zig Institutionen. Da wird auch schon ausgetauscht und wir einmal im Monat ist dann auch der sogenannte AK Teneva. Das heißt, alle Vereine und Institutionen kommen zusammen und da werden die Probleme vorberaten, die dann auch wiederum in die Stadtteilgruppe reingehen. Alors comme nous sommes donc représentés un petit peu dans toutes les associations, nous avons aussi un accès direct à toutes les couches sociales. Il faut imaginer bon, les femmes qui viennent au centre pour la santé de la femme, elles vont avoir un échange sur place, mais les informations nous remontent et nous avons des groupes de travail qui se réunissent régulièrement où toutes ces informations convergent et sont discutées donc sur un niveau d'une vision beaucoup plus globale. So kann das dann auch mit dem Vetorecht funktionieren, weil es werden alle informiert, sei es durch Internet oder durch Plakate, Aushänge. Also jeder weiß auch vorher schon, welches Projekt wieder besprochen wird in der nächsten Sitzung. Und dann wollte ich nochmal... Oui, alors bon, ben, c'est aussi une manière d'informer tout le monde. Également, c'est ça qui fait aussi que le droit du veto fonctionne, parce que les gens, ils ont l'information à travers leurs associations, mini-associations thématiques. L'information circule aussi par Internet. Et puis, bah, ben, c'est discuté à l'occasion de nos réunions. Dann nochmal zu Barlow. Also Barlow wirkt im Film wirklich als der Macher. Da sind aber ganz viele aktiv dran, also nicht nur Barlow. Barlow hat natürlich eine besondere Rolle, weil er ein großer Rhetoriker ist, aber Barlow ist ja nicht mehr da und die Leute sind ja so gestärkt worden, dass sie weitermachen. Also wenn ich durch den Stadtteil gehe, also ich bin 24 Stunden im Stadtteil und ich meine, das ist viel Arbeit. Manchmal ist es auch nervig, weil man von jedem angesprochen wird. Also Teneva ist nicht klein, also ist schon groß, aber trotzdem kennt jeder jeden. Nur so kann es funktionieren. Pour revenir à Barlow, donc effectivement c'est une personne emblématique, un acteur principal, un chef si vous voulez, mais comme vous le savez, il n'est plus là et la transmission elle a été faite et de toute façon lui on le voit partout parce que c'est un bel orateur, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des dizaines voire des centaines de personnes qui œuvrent peut-être un petit peu plus dans l'anonymat. Et bon, moi par exemple je vis 24 heures sur 24 dans le quartier et quand je me promène dans le quartier, dans les rues, je me fais interpeller sans arrêt parce que nous nous connaissons parfaitement les uns les autres, nous communiquons entre nous. Juste. Alors. Non, kurz. Encore un mot, attendez. Also zu den Politikern, also wir haben uns die Politiker gebogen, so wie wir sie haben wollten, weil wie schon vorhin gesagt wurde, hat ja, wie heißt er noch, Charles de Gaulle? Charles de Gaulle ja gesagt, das Volk ist der Richter. Und bei uns funktioniert das, also wir lassen uns von den Politikern nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Bon, alors donc, je tiens à vous dire que ce que nous avons réussi, c'est un petit peu éduquer les élus. Nous les avons éduqués. Et comme a dit le général de Gaulle, vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple est le juge suprême et c'est effectivement quelque chose que nous vivons sur place chez nous à Teneva. Bon, merci, on va peut-être, alors je suis désolé, conclure un peu sur ces mots parce que
On avait souhaité donc laisser pas mal la parole à Sylvia Zoropar, et donc l'heure a tourné. Je vous propose, pour ceux qui ont plutôt des questions à lui poser, d'aller la voir directement, puisque la soirée continue chez Alric, donc le service démarre. Donc désolé pour la frustration s'il y avait vraiment des questions, mais je crois qu'on a déjà pas mal entendu de choses, et Sylvia est là pour éventuellement que vous puissiez lui adresser la parole et lui poser vos questions. Merci à tous.